Alors, bienvenue. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce panel avec quatre chercheurs et personnes très actives auprès des jeunes pour toutes ces questions environnementales et au changement climatique. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Morin, Émilie Robitaille, Valériane Champagne et Maxime Boivin. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc, on va diviser la discussion en deux segments. Et dans le premier, donc, on va écouter deux de nos panélistes dans le et on fera une petite pause échange-questions. Et ensuite, les deux autres panélistes. Donc, je commencerai par accueillir les deux Émilie. Émilie Morin, Émilie Robitaille. Alors, bienvenue. Et je vais vous présenter vous deux d'abord. Donc, Émilie Morin est étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Québec à Rimouski. Elle est également chargée de cours et professionnelle de recherche au sein de cet même établissement, ainsi qu'à la Faculté de sciences de l'éducation de l'Université Laval, et principalement jusqu'en 2019 pour la chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable. Et s'intéresse dans le cadre de son doctorat au sentiment de pouvoir agir des jeunes Québécois de la fin du secondaire face à la problématique des changements climatiques. Donc, Émilie va nous parler des résultats de sa thèse. Donc, je passe la parole à Émilie. Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil de votre part d'avoir pensé à moi. Vous allez voir que pour ceux qui étaient présents dans le panel précédent, ma présentation va faire écho beaucoup à ce que mentionnait Alice-Anne. En fait, l'éducation telle qu'elle se réalise actuellement dans les classes au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, laisse encore trop souvent les jeunes désespérés ou anxieux face au changement climatique. Puis, dans la recherche qui se mène actuellement en éducation au climat, mais également dans les résultats qui ressortent de ma thèse, il apparaît préférable qu'à l'école, on passe d'un enseignement qui serait basé simplement sur des faits à un enseignement beaucoup plus socio-critique où on accorde, entre autres, davantage d'importance aux dimensions affectives qui sont impliquées. Il apparaît aussi préférable qu'on passe d'une visée que Jickling et Walls vont appeler de changement de comportement à une visée plus participative qui va être, elle, orientée vers, par exemple, l'action citoyenne et où les jeunes vont être considérés comme des interlocuteurs crédibles puis qui peuvent décider de ce qui leur semble valable de faire. Donc, j'ai voulu, lors de ma thèse, dégager ce que j'ai nommé des dimensions, en fait, du sentiment de pouvoir agir à l'égard des changements climatiques en allant rencontrer quelques jeunes de la fin du secondaire dans 5 écoles au Québec. Je désirais à ce moment-là comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeune se sent capable et libre d'agir face au changement climatique, puis aussi si les jeunes entretiennent ou non ce sentiment. Donc, on peut changer la diapositive. Il y a une théorie en particulier qui est celle des capacités de Amartya Sen qui a inspiré mon travail de recherche, de même que des concepts qui reviennent régulièrement dans le domaine, comme par exemple l'empowerment, l'agentivité ou le sentiment d'efficacité personnelle, pour n'en nommer que quelques-uns. Puis, il va ressortir de mon analyse des propos des jeunes des dimensions, en fait, qu'on peut regrouper sous 2 grandes catégories qui correspondent chacune à des formes de liberté que peuvent posséder les jeunes. Il y en a une première qui serait liée au bien-être de ces jeunes-là, aux opportunités qu'ils ont, donc à leur état, mais aussi au contexte, par exemple, dans lequel ils vont évoluer, comme les contextes politiques, économiques, juridiques, le communautaire, le familial. Puis il y a une autre catégorie qui réfère, quant à elle, à tout ce qui est processus et réalisation, et donc davantage à l'agentivité de l'individu. Là, on peut penser, par exemple, à la responsabilité qu'ils ont, à la conscience des choix qu'ils font, à leur capacité, mais aussi à tout ce qui est réflexion en lien avec les gestes qui sont posés ou non par eux ou par les autres. Donc, je ne vous présenterai pas en détail chacune de ces dimensions, mais je vais plutôt vous partager 2 des constats que je fais à partir des résultats. Puis, il y en a un premier qui est l'adéquation entre une visée de changement de comportement plus individuel, disons,
puis la diminution du sentiment de pouvoir agir des jeunes face au changement climatique. Donc, un modèle, par exemple, où il est attendu que les jeunes vont devoir reproduire un schéma social qui est prédéfini par des adultes va être largement décrié par les jeunes. Étant donné qu'ils se considèrent comme les principaux concernés par la problématique, parce qu'ils vont en vivre davantage les effets, de ne pas se sentir entendus ou de ne pas être considérés comme crédibles contribue à diminuer leur sentiment de pouvoir agir. Pour plusieurs d'entre eux, de se faire dire quel comportement adopter par une génération qui ne semble pas faire des choix qui leur assurent à eux un futur agréable et sécuritaire est très troublant. Puis, on va certainement en discuter là, un petit peu plus tard avec les autres panélistes. Donc, il est intéressant aussi de soulever la critique de la norme sociale qui va être portée par certains des jeunes que j'ai rencontrés. Donc, ces jeunes vont reconnaître, par exemple, l'importance du courage de faire ce qui est juste, de sortir de la norme, de dénoncer certaines dynamiques de pouvoir. Ils vont être également, pour plusieurs, tout à fait conscients des choix et des responsabilités qu'on a, oui, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Puis, ils vont reconnaître la nécessité de questionner le système qui est en place, puis d'accorder aux plus vulnérables toutes les capacités nécessaires à une plus grande justice sociale et environnementale. Puis là, je rappelle que je suis au secondaire. Les résultats de la présente thèse soutiennent donc l'idée que les jeunes doivent être reconnus véritablement comme des acteurs à part entière dans la résolution de la crise climatique. Puis il vaut la peine de souligner aussi le nécessaire dialogue entre les générations autour des changements climatiques, ce qui m'amène à mon deuxième constat, en fait, qui ressort d'une partie importante des jeunes que j'ai rencontrés qui vont souligner l'importance de la solidarité, puis on l'a dit aussi au panel précédent, en ce sens qu'il y a une plus grande participation sociale qui devrait être encouragée et développée à l'école et qui devrait être menée pour le bien-être de la communauté qui entoure l'école. C'est ce que font déjà certaines écoles au Québec et leur contribution devrait être largement reconnue et largement soutenue. On aura certainement des beaux exemples aussi avec la présentation d'Émilie Robitaille de la Fondation Monique Fitzbach là, qui va suivre. Il y a certains enseignants, en fait, qui réussissent des véritables tours de force, qui arrivent à développer chez leurs élèves un fort sentiment de pouvoir agir face au changement climatique, malgré tous les défis que ça comporte. Puis, en fait, je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour faire face au changement climatique, oui, on a besoin de l'éducation, on s'entend tous là-dessus, mais le monde de l'éducation, en particulier au secondaire, au primaire, mais ça peut être aussi aux autres ordres, en fait, pour y arriver, il a besoin à son tour de ressources, de liberté et aussi de reconnaissance. Merci beaucoup, Émilie. C'est excellent ce portrait qu'on a eu grâce aux résultats de ta thèse de ce que sont les défis pour l'éducation, qu'on indique comme une des stratégies qu'on doit toujours utiliser pour arriver au changement qu'on souhaite. Mais c'est cette vision critique de l'éducation qui nous permet de voir quels sont les défis aussi à ce niveau-là. Donc, comment revoir justement tous les concepts et l'approche qui est utilisée. Merci beaucoup pour ce portrait. Merci. On pourra compléter cette vision des jeunes du secondaire. Vous l'aurez compris dans ce panel, donc on se penchera sur cette transition un peu entre le secondaire et l'université, parce que les gens qui arrivent à l'université, ils sont issus de tous ces processus, ces réflexions et ces changements qui sont en cours dans l'éducation et dans la jeune génération. Donc, pour compléter cette vision des jeunes au secondaire, nous avons Émilie Robitaille qui va nous parler des campagnes qu'elle coordonne depuis plusieurs années et de comment de ses expériences de côtoyer plein de jeunes donc engagés. Alors, Émilie Robitaille était co-conseillère de formation. Elle travaille à la Fondation Monique Fitzbach depuis plus de 10 ans. Et elle est principalement chargée des mandats d'éducation et de mobilisation en matière de lutte au changement climatique et de mobilité durable. Et elle coordonne notamment la campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques qui s'appelle Sors de ta bulle. Elle a été aussi formée en tant qu'ambassadrice du climat par Réalité climatique. Donc, on voit les liens avec
nos autres invités et partenaires de cet événement. Et sur ça, donc, je donne la parole à Émilie Robitaille. Merci. Bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Merci, Émilie, pour ton début de présentation. Oui, moi, je suis ici pour vous présenter plus concrètement là, la campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques Sors de ta bulle de la Fondation Monique Fitzbach. C'est une campagne qui existe depuis 2016 qui vise à vaincre le sentiment d'impuissance chez les jeunes de niveau secondaire. Donc, on s'adresse à des jeunes de 12 à 17 ans. Puis, on souhaite aussi entretenir leur sentiment d'espoir face à l'enjeu climatique. Rien de moins. Donc, en gros, là, cette campagne, très brièvement, la campagne s'articule en 3 axes principaux. Donc, dans un premier temps, on mène toute une campagne marketing à la fois sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que les jeunes, c'est là qu'ils sont, puis dans les écoles. Donc, on développe annuellement, là, depuis 2016, différents visuels, différentes statistiques qui sont à la fois accrochantes, attrayantes, mais qui sont aussi, qui reflètent les préoccupations des jeunes de niveau secondaire. Puis, on a aussi toute la campagne là, sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on diffuse ces données-là, ces informations-là. On diffuse également là, toutes sortes d'informations. On relaie de l'information constructive, le plus souvent positive également, pour pas assommer les jeunes là, en quelque sorte. On mise, oui, sur les causes, mais beaucoup sur les solutions. On a aussi différentes vidéos là, de personnalités là, publiques là, québécoises qui sont produites pour Sors de ta bulle, donc pour les jeunes de 12 à 18 ans qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour le premier axe. Dans le deuxième axe de la campagne Sors de ta bulle, on a nos événements annuels, c'est-à-dire les sommets jeunesse sur les changements climatiques qui sont organisés à chaque printemps de chaque année depuis le sommet jeunesse 2017. Qu'est-ce que les sommets jeunesse? Mais en fait, ce sont des événements de 2 jours de programmation jeunesse où est-ce que les jeunes sont amenés à apprendre davantage sur les changements climatiques, aussi à partager, à échanger sur leurs projets respectifs, puis à rencontrer différentes personnes là, de différents milieux qui œuvrent sur des enjeux reliés à la lutte au changement climatique. Donc, d'année en année, là, on tente de proposer une programmation le plus diversifiée qui soit, puis sur des thèmes très variés, là, par exemple la décroissance, le zéro déchet, l'innovation, la science, les Premières Nations, la communication des changements climatiques. Donc, on essaie vraiment de présenter aux jeunes que l'action climatique peut se faire de différentes façons puis selon différents intérêts. D'année en année, au sommet jeunesse, là, selon notre capacité d'accueil, puis selon l'édition, on arrive à rejoindre, on accueille en fait là, de 100, 200, parfois même 300 jeunes d'à travers le Québec pour une participation là, où est-ce que nous, la Fondation, on couvre tous les frais. Là, on ne souhaite pas que l'argent soit un frein à la mobilisation jeunesse. Puis, le troisième axe, le troisième principal axe, ce sont les conseils nationaux des jeunes ministres de l'Environnement qui sont habituellement élus lors des sommets jeunesse. Un conseil national, c'est un groupe de jeunes élus par d'autres jeunes, donc pendant les sommets jeunesse. Ce sont environ 15, généralement là, 15 à 20 jeunes qui représentent différentes régions du Québec, puis qui souhaitent s'engager davantage dans la lutte au changement climatique. Donc, déjà, en étant au sommet jeunesse, on comprend que c'est les jeunes qui ont un intérêt pour l'action climatique, mais en voulant s'impliquer au sein du conseil, c'est les jeunes qui veulent pousser leur action là, beaucoup plus loin. Donc, ces jeunes, les jeunes qui forment le Conseil des jeunes ministres de l'Environnement, leur principal mandat, c'est de mener au moins un projet d'envergure provinciale de lutte au changement climatique. Donc, naturellement, ils sont accompagnés par nous, par la Fondation. On organise des rencontres au moins une fois par mois en visioconférence. Puis quand c'est possible, là, on en organise aussi quelques-unes durant l'année en personne pour que les jeunes puissent développer une cohésion de groupe puis un sentiment d'appartenance au groupe pour faciliter ensuite la réalisation de projets. Puis, sachant que c'est des jeunes qui sont généralement déjà engagés dans leur milieu, c'est les rencontres de jeunes ministres, c'est un milieu fertile là, pour qu'ils puissent partager leurs bons coups, mais aussi demander conseil, là, soit à moi ou aux autres jeunes ministres là, pour les aider dans la réalisation de projets. Cette année, là, par exemple, le Conseil des jeunes ministres n'a pas pu être élu lors du Sommet jeunesse 2020 parce que le Sommet jeunesse, malheureusement, on a dû l'annuler en raison de la COVID. On a néanmoins maintenu l'élection du Conseil des jeunes ministres en ligne. Donc, ce sont 16 jeunes
qui représente, au moment de l'élection, qui représentait tous les niveaux de secondaire, donc de secondaire 1 à secondaire 5, puis qui sont en provenance de 9 régions administratives. Si vous voulez voir leur profil, là, tout est disponible sur sortdetabulle.com. Donc, ça, c'est un portrait là, très bref là, de la campagne Sors de ta bulle. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, tôt dans la campagne, on a constaté que les jeunes ont nécessairement, puis ça, vous l'avez aussi entendu là, dans les présentations précédentes, que les jeunes ont un réel intérêt d'actions concrètes, même s'ils sont mineurs, là, ils veulent agir concrètement dans la lutte, dans l'action climatique, parce que c'est un enjeu qui les concerne réellement. Puis on l'a vu, oui, là, dans toutes les mobilisations de 2019 dans la rue, mais nous aussi, on le constate là, dans le cadre de nos événements. On a néanmoins fait l'évaluation de nos 3 premières années par Valériane Champagne-Saint-Arnaud, que vous allez entendre plus tard dans le panel. Puis ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes qui participent au Sommet Jeunesse aspirent à pousser plus loin leur action climatique. Donc, ils recherchent différents besoins. En s'inscrivant au Sommet Jeunesse, là, ils cherchent à combler différents besoins là, tels que ceux qui sont listés ici. Puis, grâce au Sommet Jeunesse, on arrive, selon l'évaluation, à répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Puis, grâce à ça, on arrive à stimuler, voire à intensifier l'engagement des jeunes dans la lutte au changement climatique. Donc, que ce soit un événement tel le Sommet Jeunesse sur les changements climatiques ou tout autre événement où les jeunes peuvent se rencontrer, c'est vraiment un besoin auprès des jeunes là, pour se sentir accompagnés et outillés pour agir davantage, pour savoir comment, en fait, agir davantage dans la lutte au changement climatique. Puis effectivement, là, à la fin des 2 journées de Sommet Jeunesse, les jeunes nous expriment clairement à quel point, dans leur école, dans leur milieu, souvent, ils se sentent isolés parce qu'ils sont 1, 2, 3, des fois 5 jeunes qui sont impliqués au sein d'un même comité. Donc, ils se sentent seuls, ils disent « Est-ce qu'on est seul? Ça va mal, c'est long, blablabla. » Mais en se regroupant ensemble au Sommet Jeunesse, où est-ce qu'ils rencontrent des centaines d'autres jeunes qui ont la même motivation qu'eux, bien là, ils réalisent à quel point ils sont nombreux au Québec à vouloir passer à l'action. Puis ici, on voit aussi là, dans l'encadré blanc, c'est un différent mot, là, un Wordle qui avait été fait à la fin du Sommet Jeunesse 2019 où les jeunes communiquaient dans quel état d'esprit est-ce qu'ils se sentaient après 2 jours d'événements. Puis on voit que urgence, inspiré, motivé, mais bref, c'est les principaux états d'esprit là, des jeunes à ce moment-là. Prochaine diapositive. Puis finalement, mais grâce au Conseil national des jeunes ministres de l'Environnement, mais ce qu'on réalise, ce qu'on constate, c'est qu'on peut pousser, on peut gravir une marche de plus dans tout ce qui est la mobilisation jeunesse grâce à un accompagnement personnalisé. Parce que oui, on peut permettre à ces jeunes-là de développer de nouvelles compétences qui vont les aider là, tout au long de leur engagement puis de leur cheminement dans leur vie de tous les jours. Mais également, ce qu'on leur permet de faire, c'est de réfléchir ensemble avec des jeunes qui ne connaissaient pas il y a quelques mois à quels sont ou quels sont les enjeux climatiques prioritaires pour leur génération. Et ensuite, pendant leur année de mandat, de travailler sur des projets concrets pour attaquer, pour se préoccuper et agir concrètement là, sur ces enjeux-là. Grâce à l'accompagnement d'une organisation, dont de la Fondation Monique Fitzbach dans ce cas-ci, on arrive à projeter leurs projets, à leur donner une tribune plus grande, là, soit médiatique, puis parfois même politique. Donc, ça donne davantage de crédibilité. C'est quelque chose aussi qu'on a remarqué en cours de parcours, là, grâce au titre de jeune ministre de l'Environnement. On a réalisé que ça donnait la crédibilité à ces jeunes-là qui souvent souffraient du manque d'écoute et de considération là, des adultes lorsqu'il vient le temps d'agir au niveau de la lutte au changement climatique ou de prendre la parole. Grâce à leur titre, souvent, ça brise déjà certaines barrières, certains freins là, à l'engagement et à l'écoute des autres. Donc, oui, en conclusion, effectivement, on a mesuré grâce à un sondage la maison de la Fondation que, heureusement, près de 90% des jeunes de 12 à 18 ans semblent avoir confiance en l'impact positif de leur pouvoir d'action. Néanmoins, il y a quand même 10% qui, oui, souffrent du manque d'écoute et de considération des adultes là, quand vient le temps d'agir concrètement. Puis, on a aussi réalisé que l'école n'est pas, pour l'instant, on espère vraiment changer ça éventuellement, mais que l'école n'est pas l'une des principales sources
d'informations que les jeunes, vers lesquelles les jeunes se retournent lorsqu'il vient le temps d'apprendre davantage là, sur les changements climatiques, parce qu'il y a trop peu l'enseignement des changements climatiques est encore trop peu intégré au programme de formation. Donc, nous, à la Fondation, c'est là-dessus qu'on se base là, pour développer et bonifier là, constamment la campagne Sors de ta bulle, puis l'accompagnement des jeunes là, dans le cadre à la fois du conseil, mais aussi des événements Sommet Jeunesse. Merci beaucoup, Émilie, et merci beaucoup donc, à nos deux premières panélistes pour ce portrait très complet de la situation donc, des jeunes du secondaire. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre portrait des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il en est après 18 ans? Et pour avoir cette vision, donc, on a Valériane Champagne qui va nous parler donc, des résultats du baromètre climatique. Donc, Valériane Champagne Saint-Arnaud est nouvellement professeure au département de marketing de l'Université Laval, où elle mène des recherches situées au croisement du marketing social, de la communication environnementale et de la psychologie. Plus particulièrement, elle s'intéresse à la façon dont les techniques classiques du marketing peuvent être utilisées pour promouvoir les comportements éco-responsables auprès des différents publics cibles. Elle a notamment cofondé le laboratoire de l'action climatique. Alors, bienvenue Valériane, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bien, comme les autres panélistes, je vous remercie effectivement de l'invitation. Avant effectivement de vous présenter quelques données spécifiques aux 18-34 ans qui sont extraites du baromètre, je veux simplement mettre un peu en contexte que c'est le laboratoire de l'action climatique. Donc, on peut dire que le laboratoire est né un peu informellement en 2016. En fait, c'est une collaboration entre un média que vous connaissez peut-être, qui est le média 1.5, et une équipe de recherche de l'Université Laval qui est à la fois en communication publique et maintenant en marketing. Les grandes réalisations du laboratoire, en fait, bien évidemment, d'abord, ça a été la création du média à laquelle l'équipe de recherche a collaboré. Et ensuite, dès l'année suivante, bon, en tout cas, ou un peu plus tard, en 2019, est né le baromètre de l'action climatique. Le but étant de prendre le pouls finalement de la population québécoise pour essayer de comprendre quelles sont les attitudes, les comportements des individus comme tels. Et là, je n'ai pas participé à la session précédente, mais j'ai capté la fin de la discussion où notamment Alissane parlait de peut-être du poids moindre des comportements des individus. Nous, on s'intéresse aux comportements des individus, pas parce qu'on pense que tout repose sur leurs épaules, mais parce qu'on veut comprendre la dynamique finalement dans l'action collective de lutte au changement climatique. Donc, on essaie de produire des données là-dessus, notamment par le baromètre de l'action climatique. Et ultimement, ensuite, lorsqu'on fait le portrait de la population, on essaie de voir s'il y a des grands groupes qui se distinguent, donc ce qu'on appelle des segments dans la population, pour essayer de développer des stratégies de communication marketing les plus personnalisées à ces différents groupes, puisqu'on sait qu'il n'y a pas un message unique qui peut fonctionner pour l'ensemble de la population. Donc, c'est notre travail global sur lequel on travaille. Maintenant, plus spécifiquement pour le baromètre, si l'équipe veut tourner la diapo. Merci. Donc, le baromètre de l'action climatique, comme je le disais, la première édition est arrivée en 2019 l'an passé. C'est un travail qu'on veut produire annuellement. Donc, vous avez une belle petite exclusivité aujourd'hui parce que les résultats du baromètre de 2020 ne sont pas encore sortis et ils vont officiellement sortir en 2020. Vous avez même une exclusivité sur la page couverture. J'espère que ce sera celle qui va rester d'ici décembre. Mais dans tous les cas, ce que je vais vous présenter, c'est des données extraites de ce baromètre-là parce que ce baromètre, comme je le disais, porte sur l'ensemble de la population québécoise. Donc, quelques petites notes de métaux. C'est en fait un vaste questionnaire où on mesure plus de 200 variables qui portent autant sur les attitudes, les comportements individuels, mais de plus en plus aussi les comportements d'action citoyenne des individus en matière d'action climatique. C'est un sondage qui est fait sur le web en collaboration avec la firme Léger à tous les mois de septembre. Donc, c'est le cas l'année passée, c'est le cas cette année et on souhaite que ça se reproduise à chaque année auprès d'un échantillon représentatif d'à peu près 2000 répondants. Et de ce nombre, on en a 520 cette année qui sont des 18-34. Donc, c'est un petit échantillon, mais malgré tout, je pense que ça peut donner des résultats intéressants pour vous présenter un portrait des 18-34, mais je mets une nuance importante. Là, je vous présente un portrait général, mais c'est clair qu'il y a des nuances dans ce portrait-là. Les 18-34 ne sont pas un bloc en soi, il y a des sous-segments, donc c'est important de le retenir, mais ce que je vais vous présenter, c'est de façon générale qui sont et d'essayer de faire ressortir des distinctions avec les autres générations, donc avec les 35, 50, 54 et les 55 et plus. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Donc, évidemment, mon souhait, ce n'est pas de vous inonder de graphiques et de chiffres. Là, 7 minutes, c'est extra court. Dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est que si on devait retenir 4 grands constats des 1834, ce seraient les suivants. Donc, le premier, c'est que les 1834, assurément, sont plus susceptibles de ressentir de l'inquiétude à l'égard des changements climatiques. Et quand je parle d'inquiétude, c'est qu'on va englober là-dedans toutes les questions qui sont relatives à la peur, à la tristesse, au sentiment de culpabilité, évidemment au sentiment d'impuissance. Donc, par exemple, une stat précise, 47% des 18-34 vont affirmer ressentir de l'impuissance par rapport au changement climatique. Mais une nuance importante, c'est qu'on ne pourrait pas décrire, à partir des données dont on dispose pour notre part, on ne pourrait pas décrire les 18-34 comme étant en bloc des gens, disons que je mets un gros terme, là, des gens comme étant éco-anxieux ou qui vivent vraiment cette inquiétude-là, parce que ce n'est pas la majorité des gens qui le ressentent. Néanmoins, quand on les compare aux autres générations, ils ressentent ces sentiments-là en plus grande proportion. Donc, la nuance est quand même importante. Et Maxime, qui suit après moi, aura la chance d'en parler un petit peu plus de ce sentiment-là d'éco-anxiété qui est plus susceptible de vivre chez les 18-34. Puis c'est surtout que les deux effets que ça peut avoir, c'est que quand on vit ça, soit ça peut se transformer en moteur d'action, donc on a le goût d'agir, ou au contraire, ça peut nous décourager et nous garder dans l'inaction. Est-ce que c'est le cas chez les 18-34? J'aurai la chance d'en parler dans quelques instants, mais avant ça, ce qui est important de voir quand on s'intéresse au comportement des gens, c'est qu'il y a une variable hyper importante qui est est-ce que les gens comprennent vraiment ce qui a un impact sur l'environnement? Parce que l'équation, là, ce qui est bon pour l'environnement, n'est pas exactement ce qui est bon pour le climat. Il y a souvent une nuance entre les deux et nous, c'est ça qu'on a voulu vérifier auprès des gens. Est-ce que la population comprend cette nuance-là? Donc, plus spécifiquement, c'est qu'on a présenté une liste de 13 gestes et on demandait aux gens, est-ce qu'à votre avis, ce geste-là a un impact faible, moyen ou fort sur le climat? Et ce qu'on constate, en fait, auprès des 18-34, disons qu'on constate une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont légèrement meilleurs que les autres générations pour faire cette distinction-là. La mauvaise nouvelle, c'est que malgré tout, on ne peut pas dire qu'ils sont très bons. De façon générale, on peut dire finalement qu'ils confondent l'impact climatique et l'impact environnemental des gestes. Pour donner un exemple très concret, 66% des 18-34 vont penser que jeter ses mégots de cigarettes par terre, ça a un fort impact sur le climat. Ça a un impact environnemental, c'est polluant, c'est clair, mais ce n'est pas ça qui a un impact le plus significatif sur le climat. De la même façon qu'à peu près la même proportion, on va dire que gaspiller l'eau potable, ça a un fort impact sur le climat. Donc, c'est ça qu'on voit. On voit qu'il y a une certaine confusion dans ce qui a vraiment un impact climatique et ce qui a un impact environnemental. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que si on ne comprend pas ce qui a un impact sur le climat, bien, ça peut nourrir l'illusion qu'on fait sa part, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, la question à 100 $, c'est est-ce qu'on voit cette illusion-là chez les 18-34? Évidemment, on ne peut pas tout à fait le savoir. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais quand on regarde leur comportement, ce qu'on constate, c'est que si on demande aux 18-34 quel est, par exemple, votre niveau de participation, ils vont nous répondre que la majorité va affirmer qu'ils en font un peu, mais ils aimeraient en faire plus. Donc, ultimement, ils ne se décrivent pas eux-mêmes comme des champions climatiques. Puis, je pourrais dire que c'est une lecture assez juste de la situation parce que, effectivement, quand on regarde leur comportement, ils ont des comportements plutôt similaires aux autres générations ou même légèrement inférieurs. Donc, par exemple, ils vont être nombreux à affirmer qu'ils vont recycler, réduire le gaspillage alimentaire, utiliser des produits réutilisables plutôt que des produits jetables, mais c'est toujours en moindre proportion par rapport aux autres générations plus âgées. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on constate qu'ils tardent à poser les gestes qui ont vraiment un impact le plus significatif pour le climat. Tu sais, recycler, c'est bien, mais réduire l'usage de la voiture, c'est vraiment mieux. Donc, ces gestes-là, réduire l'usage de la voiture, composter, réduire la consommation de viande, réduire les déplacements en avion. Bon, là, c'est sûr qu'il y a un contexte particulier avec la pandémie, mais de façon générale, ces gestes-là ne sont pas adoptés par la majorité des 18-34, de la même façon qu'ils ne sont pas adoptés par la majorité du reste de la population. Donc c'est un constat qu'on constate un peu partout, mais c'est également vrai chez les 18-34.
Maintenant, dernier grand constat, très, très rapidement. Chez les 18-34, on constate qu'ils sont particulièrement critiques envers les autres acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. On l'a dit tout à l'heure, la lutte climatique, ça ne repose pas uniquement sur le poids des individus et il ne faudrait pas qu'on laisse croire cette idée-là non plus. Les jeunes eux-mêmes en sont bien conscients. Donc, lorsqu'on demande est-ce que vous avez l'impression que les entreprises industrielles, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, vos autres pairs, les autres citoyens font leur part dans la lutte contre les changements climatiques, ils vont montrer à peu près tout le monde du doigt en disant que les gens ne passent pas assez à l'action. Puis ils vont être quand même assez critiques, évidemment, non seulement auprès des autres acteurs, mais comme je le disais, auprès des autres citoyens. À peine un tiers va penser que quand ils regardent autour d'eux, les gens font leur part aussi. Puis c'est clair que ça peut nourrir du découragement parce que pourquoi est-ce que je ferais des sacrifices, moi, si les autres n'en font pas? Pourquoi est-ce que je m'impliquerais autant si les grandes entreprises, si les gouvernements ne passent pas à l'action? Donc, il faut que ce soit une dynamique qui change, évidemment, nécessairement. Et dernière diapo, en guise de conclusion. Merci beaucoup. Donc, si on se place du point de vue de la communication marketing, toujours en rappelant à gros traits gras, fluo, néon, que ce n'est pas uniquement la communication marketing qui va sauver notre climat. Hein. Il faut qu'on ait des gestes politiques importants qui soient posés, mais du point de vue de la communication marketing, si on travaille avec les individus, qu'est-ce qu'on devrait développer comme stratégie spécifique au 18-34? En gros, là, parce que ça prendrait beaucoup plus de nuances que ce que je vais présenter, disons qu'on pourrait dire que l'important, c'est de les outiller, de les rassurer et, dans le meilleur des mondes, d'ajouter une dose de plaisir. Quand je parle d'outiller, si je peux faire référence à la diapo peut-être d'Émilie Morin en début, le sentiment de pouvoir agir. Les 18-34 nous disent qu'ils n'ont pas l'impression nécessairement de savoir quoi faire, ils n'ont pas nécessairement l'impression que c'est utile, donc ils ont besoin pas qu'on leur dise, c'est pas ça, c'est pas du top-down, mais qu'on leur rappelle comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact, à la fois au point de vue individuel, puis à la fois par la voie de l'implication citoyenne, qu'on les rassure sur le fait que leur implication à la fois individuelle et citoyenne ensemble va avoir un impact, qu'on leur démontre, quand je parle de rassurer, qu'on leur démontre aussi que les autres aussi passent à l'action, tous les acteurs s'impliquent, donc on est inondé de mauvaises nouvelles et c'est vrai, il ne faut pas se mettre un masque, il ne faut pas vivre dans un monde de licorne, mais il faut également mettre de l'avant ce qui fonctionne, ce qui va bien et ce qui est des progrès, c'est toujours rassurant, ça nous donne le goût de poursuivre notre engagement et puis d'ajouter une dose de plaisir, ben ça c'est comme dans n'importe quel changement de comportement, plus on trouve du plaisir à faire quelque chose, plus ça renforce une boucle le souhait de vouloir continuer. Et cette dose de plaisir-là n'est pas juste individuelle, elle est sociale également. Plus j'ai du plaisir à travailler avec les autres, plus je vais poursuivre mon implication, puis plus j'ai le goût de prendre soin des autres aussi. Donc ça, c'est à poursuivre. Voilà, c'est très vite, mais je pense que ça résume les propos que je voulais partager aujourd'hui. Un grand merci, Valériane. Ça décrit très, très bien donc, quelle est la situation, les résultats de vos données, de vos analyses. Donc, on va passer à notre dernière panéliste, c'est Maxime Boivin. Elle est chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec et professeure associée au département d'information et de communication de l'Université Laval. Elle détient un doctorat en communication publique de l'Université Laval où elle s'est intéressée aux changements de comportement relatifs aux problématiques de son... de santé publique et depuis, elle travaille plus spécifiquement sur la réduction des impacts socio-sanitaires des changements climatiques à travers la transformation des pratiques. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a plein de points très intéressants qui ressortent de du panel de ce matin. Puis d'une part, ce qui ressort pour moi, c'est l'ampleur de la tâche qui nous attend pour lutter contre les changements climatiques. Hein, comme on le sait, pour réduire les impacts des changements climatiques, que ce soit sur l'environnement, sur la santé, sur nos vies en général, on n'a pas le choix d'agir. Donc, à la fois individuellement, collectivement, mais aussi en tant que membre d'organisations, du gouvernement, tout ça à travers nos emplois ou vos emplois futurs, qui sont des organisations qui aussi doivent être amenées à changer.
Puis on le sait, le processus qui mène à une mobilisation collective et à des changements importants dans nos pratiques est très laborieux, très complexe. Ce n'est pas des processus qui sont rapides ou faciles. On le voit, par exemple, si on prend juste l'exemple de la pandémie actuelle, à quel point ça peut être difficile de changer nos habitudes puis de s'imposer des réflexions, avec des restrictions, je veux dire. Avec les changements climatiques, c'est encore plus difficile pour différentes raisons. Notamment, on peut penser au type de changement nécessaire pour prévenir puis s'adapter au changement climatique. Valériane l'a montré avec le baromètre. Il y a des transformations comme limiter les voyages en avion, couper la viande et tout ça. Puis il y en a bien d'autres qui vont avoir des impacts très importants puis des bouleversements sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan technologique. C'est donc des transformations qui sont souvent majeures, puis non seulement elles sont importantes, mais elles vont devoir perdurer dans le temps. Donc, ce n'est pas seulement de s'imposer un confinement sur une année ou porter le masque pendant une période de temps, c'est des choses qui vont devoir perdurer. Donc, ce type de changement-là peut être plus long, plus difficile à intégrer et à appliquer. On peut aussi penser à la faible tangibilité de l'enjeu des changements climatiques qui nuit aussi à la prise d'action à court terme. Donc, on l'a entendu tantôt, il y en a plein qui ont cette conscience déjà de l'importance d'agir aujourd'hui pour le futur, mais reste que de manière générale, les manifestations des changements climatiques sont extrêmement variées. Donc, on peut penser aux inondations, vagues de chaleur extrême, vagues de froid, sécheresse, les impacts sur les zoonoses, sur les pollens allergènes, la fonte du pergélisol, et j'en passe. Les liens entre ces différentes manifestations-là peuvent être difficiles à percevoir pour plusieurs. Puis non seulement ça, mais les liens entre les occurrences d'un même type de manifestation, donc d'une inondation et tout ça, peuvent être difficiles à faire. Donc tout ça, ce n'est pas facile de le rattacher nécessairement en plus au changement climatique. Tout ça, ça fait en sorte que même si on subit déjà les conséquences des changements climatiques ici, aujourd'hui, plusieurs continuent à avoir l'impression que ces conséquences-là sont incertaines et lointaines, à la fois géographiquement et temporellement. Comprendons qu'il reste beaucoup de travail à faire pour changer les pratiques. D'autre part, ce qui ressort aussi, j'ai trouvé jusqu'à maintenant beaucoup, c'est les sentiments de détresse, de peur, d'anxiété, de culpabilité, de colère, etc., qui ressortent en réaction à cette situation-là, puis à la crise climatique à laquelle on fait face. On constate, entre autres, dans l'espace public, de manière générale, qu'il y a une montée du discours entourant l'éco-anxiété puis les éco-émotions. Puis que ces phénomènes-là sont davantage associés aux jeunes de 35 ans et moins qui sont particulièrement affectés et plus encore aux militants qui sont engagés dans la cause environnementale qui semblent en souffrir encore plus. Dans la littérature scientifique, on voit à peu près le même phénomène. Donc, depuis environ 2007, on voit l'apparition du champ de recherche concernant l'anxiété et le climat qui gagne donc en popularité de plus en plus, particulièrement au cours des dernières années. Par contre, on remarque aussi qu'il y a très peu d'études empiriques, donc d'études sur le terrain qui vont aller s'intéresser à la manière dont l'éco-anxiété est vécue, les conséquences sur le terrain et tout ça, ce qui peut limiter notre niveau de connaissance. Mais bon, de manière plus spécifique, pas mal tout le monde dans le panel a parlé de l'éco-anxiété. C'est quoi l'éco-anxiété? Il y en a sûrement plusieurs parmi vous qui le sentaient, qui en souffraient. Mais en fait, il n'y a pas encore de consensus dans la littérature scientifique sur ce que c'est, quelles en sont les conséquences, comment c'est vécu, comment s'y adapter, etc. Il y a différents chercheurs qui en parlent, par exemple, comme d'une peur chronique face à la crise environnementale actuelle, donc une peur qui est forte et constante. Il y en a d'autres qui parlent plutôt d'une inquiétude générale concernant notre relation envers l'environnement. Il y en a d'autres qui mentionnent, dans le fond, l'anxiété puis la peur qui sont générées par les changements climatiques peuvent mener à un déni chez certains, donc ils voient ce lien-là à travers l'éco-anxiété. Ces définitions-là impliquent à toutes différents concepts, différentes conséquences, différentes causes. Malgré tout, de manière générale, on peut s'entendre pour dire que l'éco-anxiété représente une forme d'anxiété relative à la crise écologique. Ça inclut donc l'anxiété relative au changement climatique anthropogénique, donc ceux qui sont engendrés par l'activité humaine. On peut aussi dire que l'éco-anxiété est générée par une combinaison des sentiments d'incertitude, d'imprévisibilité, puis du manque de contrôle qu'on retrouve dans la problématique des changements climatiques puis du processus de lutte rattaché au changement climatique.
Puis enfin, il faut savoir qu'il existe différentes formes et différents niveaux d'éco-anxiété et qui ne sont pas tous négatifs, ni même pathologiques, donc pas nécessairement liés, par exemple, à des problèmes de santé mentale. En effet, dans bien des cas, l'éco-anxiété est utile, voire même une réaction saine à la situation environnementale actuelle parce qu'elle peut se manifester comme une anxiété fonctionnelle qui peut mener à des attitudes positives orientées vers la résolution de problèmes, par exemple à travers l'engagement citoyen. Par contre, c'est sûr qu'il y a aussi des formes d'anxiété qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus complexes, puis qui peuvent générer des problèmes pour les individus. Puis ça, c'est un aspect auquel il faut s'intéresser. D'ailleurs, j'ai lancé, c'est ça comme Liliana disait, avec une collègue, un projet de recherche qui vise à investiguer la relation entre l'éco-anxiété et l'engagement citoyen chez les jeunes de 18 à 35 ans. Donc, on cherche à s'intéresser non seulement à comment l'éco-anxiété est vécue, quelles en sont les conséquences et tout ça, mais comment l'engagement citoyen peut contribuer à peut-être réduire l'éco-anxiété ou au sentiment de pouvoir agir dont parlait Émilie, entre autres. Puis là, quand je parle d'engagement citoyen, oui, je parle d'une part de militantisme parce que, comme on l'a dit, les jeunes militants semblent souvent vivre une éco-anxiété qui est bien présente, puis que l'action militante peut améliorer le sentiment d'impuissance et de culpabilité, par exemple, à travers donc le sentiment de pouvoir agir, par exemple. Mais je parle aussi de toutes les formes d'engagement citoyen à travers les gestes personnels, collectifs qu'on peut poser, parce que c'est le cumul de ces gestes-là aussi qui contribue à lutter contre les changements climatiques. Non seulement ça, mais en plus de leurs impacts directs ou indirects sur les émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple des gestes banals, mais quand même amener ses sacs à l'épicerie, utiliser les transports en commun ou les transports actifs, réduire sa consommation de viande, privilégier la consommation locale lorsque possible, limiter ses voyages en avion, etc. Mais le fait de poser ces gestes-là puis de les intégrer dans nos habitudes personnelles contribue aussi à donner l'exemple à d'autres puis à créer des nouvelles normes sociales en matière d'environnement. Puis on a besoin de ça pour influencer les pratiques et les habitudes des autres qui ne sont pas nécessairement aussi engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Étant donné l'importance que semble prendre l'éco-anxiété dans notre société puis l'état des connaissances sur le sujet, bien, le type de projet de recherche qu'on est en train de faire semble particulièrement en ce moment important en ce moment parce que même si on remarque un engouement de plus en plus marqué pour le sujet, comme je disais au début, il existe très peu d'études empiriques sur l'éco-anxiété, encore moins dans le contexte québécois, puis encore moins qui partent des jeunes pour comprendre vraiment la manière dont c'est vécu, dont ils agissent et puis trouvent des solutions, par exemple. Donc, même si plusieurs chercheurs estiment que les effets des changements climatiques sur la santé mentale sont déjà significatifs et vont l'être encore davantage, on constate aussi qu'on en sait très peu sur l'éco-anxiété puis sur la manière dont on devrait y répondre, à la fois au niveau de la société, des professionnels de santé, au niveau collectif, donc des communautés, puis au niveau individuel. Dans cette optique-là, notre projet de recherche devrait commencer à défricher le terrain puis offrir des pistes de réponses pertinentes à la fois en psychologie, en santé publique, en promotion de la santé, en santé environnementale, etc. Donc, bref, si je devais vous laisser sur un message, je vous dirais que on vous entend quand vous nous dites que la crise écologique vous inquiète, vous angoisse, vous fait peur. On se sent concerné, nous aussi. On n'a pas tant de réponses que ça à vous offrir aujourd'hui pour comment faire face à ces sentiments que vous vivez, mais on y travaille, puis on va le faire avec votre aide pour que ça vienne de vous, puis que ça corresponde à vos façons d'être, de penser, de vivre. Puis d'ici là, on vous encourage à continuer vos engagements tout en faisant attention à prendre soin de vous puis à ne pas vous brûler parce que l'éco-anxiété, c'est réel, puis l'épuisement militant, c'est réel aussi. Donc, voilà, c'est là-dessus que je vous laisserai. Merci. Merci beaucoup. Merci aux 4 panélistes. C'était un tour d'horizon vraiment fantastique de tout ce que la recherche commence à apporter comme éclairage à la situation donc, de cette action climatique des jeunes. Alors,